Et nous sommes en ligne à présent avec Dominique Moïsi, qui est professeur de géopolitique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors je ne sais pas si le terme géopoliticien existe, je crois que oui, si, c'est ça? Oui, je Oui, le vois souvent accolé à mon nom, oui, en donc ça effet, doit exister. ça doit exister, sachant que vous avez enseigné à la très prestigieuse université d'Harvard. On rêve tous d'avoir la capacité d'y être un jour, de pouvoir y étudier. Vous, vous y avez enseigné. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont on parle beaucoup en ce moment, notamment Le nouveau déséquilibre. Mais vous avez aussi, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est par plaisir, vous avez aussi publié la géopolitique des séries, Game of Thrones notamment, mais le nouveau déséquilibre tente de réfléchir sur la nouvelle donne mondiale depuis des élections très emblématiques comme celle de Vladimir Poutine ou de Donald Trump et maintenant on pourrait dire de Emmanuel Macron. Nous sommes dans les studios avec Arieh Ben-Semoun qui est le président de Elnet. Bonsoir, Elnet Bonsoir. France. Nous retrouvons dans un instant Antoine Sfer qui lui dirige les Cahiers de l'Orient. Dominique Moïsi, vous avez déclaré dans une interview Trump est la plus grande chance d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Oh, c'était un peu une provocation et un Pas jeu de sûr. mots. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Trump aux États-Unis avait abandonné le flambeau de l'universalisme, celui du multilatéralisme, et donc Macron s'était proposé, la nature ayant horreur du vide, pour reprendre ce flambeau. Et c'est vrai que sur un plan plus visuel, Donald Trump rend Emmanuel Macron encore plus jeune et encore plus séduisant. Et encore plus européen, parce que si Trump vient et veut tout casser, alors Emmanuel Macron dit ben non, on doit s'unir, on doit être nombreux, on doit être aussi fort que lui. C'est effectivement, beaucoup d'Américains disent en riant, là encore, que l'Europe devrait décerner l'un de ses prix les plus prestigieux, le prix Charlemagne, à Donald Trump, qu'il devrait y avoir des statues sur toutes les places d'Europe à Donald Trump, l'Europe reconnaissante. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Arieh Ben-Semoun? Moi, j'aime bien l'idée que Donald Trump soit une chance pour Emmanuel Macron, et je vois bien l'esprit très perspicace et très efficace de Dominique Moïsi. Je pense effectivement que quand on est un responsable politique, on est dans une sorte de benchmark permanent, de comparaison avec d'autres leaders. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après le départ du jeune Premier ministre anglais, du jeune Premier ministre italien, qui reste-t-il sur la place à part Trudeau au Canada? Et bien, il y a Emmanuel Macron qui arrive à 39 ans, brillant, jupitérien, comme il se définit lui-même. Et c'est vrai Comme le qu'il... dit le journal Le Point, il fait la une de tous les autres kiosques aujourd'hui, Jupiter à l'Élysée. Jupiter à l'Élysée, et il donne un coup de vieux, mais pas qu'un coup de vieux au niveau de l'âge. Il ringardise véritablement tous les autres responsables politiques dans le monde, et c'est peut-être l'heure d'Emmanuel Macron, et aussi peut-être au travers d'Emmanuel Macron, l'heure de la France et l'heure de l'Europe. On ne peut que s'en féliciter. Alors messieurs, Donald Trump doit donner une conférence de presse demain pour expliquer, dit-il, ses succès qu'il qualifie de prodigieux, bon on sait comment on parle Donald Trump, face à l'État islamique. Et je voudrais avoir votre avis, c'est pour ça que je vous ai demandé d'être parmi nous ce soir sur Radio Shalom. Je voudrais avoir votre avis sur ce qu'on pourrait appeler la recomposition du Proche-Orient. Dominique Moïsi, Donald Trump dit, regardez, j'ai réussi à casser l'axe autour du terrorisme, le Qatar est mis à l'index, j'ai reconstruit toutes les alliances, comme ça en claquant des doigts en quelques mois, parce que c'était pas difficile à faire, il dit ça sans ironie bien sûr, j'ai réussi à reconstituer toutes les alliances sunnites autour des États-Unis que Barack Obama avait cassées pour des raisons idéologiques, et on est en train de recomposer le Proche-Orient. Est-ce que vous le croyez? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça ne saurait vous surprendre. Pour le moment, il est difficile de voir avec beaucoup de clarté la stratégie de Donald Trump. Le candidat Trump avait dit qu'il voulait retrouver une relation nouvelle, positive
de confiance avec la Russie de Poutine, et qu'à partir de cette relation nouvelle, eh bien, on allait voir ce que l'on allait voir au Moyen-Orient. Que Obama n'avait rien compris, qu'il fallait constituer une sorte d'alliance de revers Washington-Moscou pour régler la solution syrienne. Trump, président, a immédiatement fait l'inverse de ce que proposait Trump, le candidat. D'ailleurs, on ne peut pas nécessairement être opposé à ce qu'il a fait. Mais quand il a vu le régime de Bachar el-Assad utiliser des armes chimiques contre sa population, eh bien, il a fait exactement l'inverse de ce que n'avait pas fait Barack Obama. Il est intervenu, et à partir de là, bien entendu, il a tendu considérablement la relation avec Moscou. Et le deuxième point le plus important, c'est que dans le conflit entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, il a clairement choisi son camp. Il a choisi le camp de l'Arabie saoudite, ne pouvant pas rompre l'accord nucléaire avec l'Iran. Il s'est contenté de vendre pour un montant faramineux, mais il reste à voir s'il honorera le carnet de commandes. Exactement. Il a vendu des armes pour un montant faramineux. 110 milliards de dollars. Moi, je crois que mon esprit, moi, personnellement, n'est pas capable de conceptualiser. C'est 380 en installation globale, dont 110 milliards rien qu'en armement. Dominique, les chiffres sont tellement énormes que je crois que mon esprit n'est pas capable. Vous me dites, on a vendu 35 avions F-35, j'imagine ce que c'est. Mais 380 milliards de dollars de matériel vendu à l'un des pires régimes de la planète, j'arrive même pas à voir ce que c'est, tellement c'est énorme. Oui, ça fait beaucoup, mais a priori, on a l'impression que les signatures suivent difficilement. Donc il y a eu pas mal de paroles verbales dans tout cela, même si au bout du compte, il y aura quand même des contrats qui seront honorés. Ben Semoun. Sur l'attitude de Donald Trump au Moyen-Orient, on reste malgré tout assez dubitatif. Il a décidé de faire son premier périple international en passant par Riyad, Jérusalem et le Vatican. C'était une bonne idée, comme ça, vue de loin. Il est incontestable qu'il faut lui reconnaître une certaine efficacité tactique, mais on ne voit pas encore chez lui une véritable vision prospective et stratégique. Son discours de Riyad, d'une certaine manière, venait en réponse à celui de Barack Obama au Caire. On dit que le discours de Barack Obama au Caire avait ouvert la voie aux frères musulmans en Égypte. Et là, on nous explique, et on pourrait considérer d'une certaine manière, que le discours de Trump à Riyad est le discours fondateur qui va permettre d'amener le camp sunnite à récipiscence s'agissant du soutien que jusqu'à présent ils ont exprimé, les sunnites, vis-à-vis du terrorisme. Et cette mise finalement à l'écart du Qatar, cette ostracisation du Qatar peut être considérée comme un des premiers éléments ou un des premiers succès relatifs, il faudra voir tout ce que cela pourrait donner par la suite, de cette tactique, et je dis bien tactique et non pas stratégie, mais là je parle sous le contrôle de Dominique Moisy, qui peut-être en la matière, s'agissant de tactique et de stratégie, peut nous éclairer sur la nuance qu'il y aurait si tant est qu'on soit d'accord sur le sujet. Bon, pour l'instant, on ne voit pas de vision long terme à Donald Trump. C'est un deal maker, c'est quelqu'un qui fait de la politique comme on fait des deals dans l'immobilier. Est-ce que cela peut permettre d'avancer sur un terrain extrêmement miné qui est celui globalement du conflit du Moyen-Orient, ou est-ce que finalement cette attitude de deal maker va se heurter à la complexité du terrain que peut-être les Russes voient mieux que lui, parce que les Russes d'une certaine manière sont des joueurs d'échecs. Ils ont toujours à l'esprit bien évidemment leur intérêt le plus intime, et cette vision peut-être davantage long terme stratégique, même si en général c'est les Américains
Américains qui sont comme ça. J'ai les l'impression... États-Unis, c'est un porte-avions. Je crois pas que les Américains aient jamais eu une véritable vision stratégique. Regardez ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Regardez ce qu'ils ont fait en Irak. Est-ce qu'il y a une vision stratégique? Est-ce qu'on a pensé le coup d'après? Est-ce qu'au-delà de la victoire militaire, qui a été une manœuvre militaire, tactique absolument irréprochable... Les Russes aussi sont en Afghanistan, ils n'ont c'est pas vrai. les autres. Est-ce que les Russes n'ont pas tiré des enseignements de ce qu'ils ont vécu en Afghanistan? C'est pas certain pour les Américains, parce qu'après l'Afghanistan, ils se sont commis, ils se sont enlisés, se sont embourbés dans une Irak qui est devenue ce que nous voyons bien qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc je suis assez dubitatif, même si j'ai envie de ne pas, d'une certaine manière, hurler avec tous les loups qui s'en prennent systématiquement et en permanence à Donald Trump. Et Dieu sait qu'il y a des sujets sur lesquels il est absolument contestable et où on ne voit pas du tout où il veut aller. Mais je me dis que peut-être dans ce monde dans lequel on a essayé tellement de solutions qui n'ont pas marché, est-ce que finalement la personnalité de Donald Trump ne serait pas de nature à venir bousculer le jeu et en bousculant le jeu ouvrir de nouvelles opportunités? Vous êtes d'accord avec ça? En fait, si je peux, avec sa permission, résumer un peu ce que dit Aryeh Ben-Semoun, il dit, voilà, il n'y a pas de vision d'ensemble du côté des Américains. Par contre, les Russes, eux, voient un peu plus loin. Vous êtes d'accord avec ça? Si on retient la phrase que vous venez de mentionner, oui, encore que Poutine soit un bien meilleur tacticien que stratège, et il l'a montré à plusieurs reprises. Mais pour revenir sur Trump et le Moyen-Orient, en janvier à New York, j'ai eu une longue rencontre en fait avec Henry Kissinger. Et on parlait... Votre maître, c'est votre maître, Dominique Moïsi? Vous avez l'impression de parler au professeur ou pas? Mon maître, non. Enfin, mais j'avais comme maître Raymond Aron, dont j'étais l'assistant. Et Aron et Kissinger s'entendaient très bien. Et c'est ainsi que j'ai pu connaître Kissinger il y a plus de 40 ans de cela. Et nous avons gardé une relation assez proche, même intime. Et donc, Kissinger essayait de me rassurer en me disant mais n'ayez pas trop peur de Donald Trump. Ça n'est pas un idéologue. La seule chose qui importe pour lui, c'est le succès. Il veut apparaître comme l'homme qui fait des coups. Et il entend faire des coups dans le monde politique, comme il en a fait dans le monde des affaires. Mais, ajoutait Kissinger un peu plus dubitatif, quand même, il est totalement imprévisible et il peut à un moment donné, même sans idéologie, se laisser emporter par son tempérament. Et donc voilà, sans tomber dans le simplisme, on peut être légitimement inquiet de l'absence d'une vision stratégique de la part des États-Unis aujourd'hui. Donc au sommet, il n'y a pas de vision stratégique et il n'y a même plus de diplomatie américaine dans la mesure où pratiquement aucun des postes n'a été rempli depuis l'élection de Donald Trump. C'est pas seulement qu'il n'y a pas d'ambassadeur. Il en a démis plus de 50. Il en a démis plus de 50, mais il les a pas remplacés. Les ambassadeurs. Aucun. Et donc il y a quand même un manque de relais qui est assez grave. Et on voit bien que sa vision stratégique laisse à désirer. Est-ce qu'il est en train de dire eh bien, il y a en ce moment une alliance qui s'est constituée entre l'Iran, la Russie et la Turquie. Cette alliance est dangereuse pour nous occidentaux. Je veux opposer à cette alliance une alliance différente autour de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Est-ce que c'est ça qu'il fait ? On a un peu d'ailleurs le sentiment que quand même il réfléchit en ces termes. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'ambassade des États-Unis n'a pas été et ne sera sans doute pas déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Parce qu'il sait très bien
que s'il entend constituer une alliance Riyad, Le Caire, Jérusalem contre l'alliance Téhéran, Ankara, Moscou, il ne peut pas déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem et garder les deux alliés arabes derrière cette alliance en faisant cela. Voilà, c'est compliqué. Et alors, est-ce qu'il réfléchit en ces termes? Peut-être. Non, mais peut-être que d'autres réfléchissent pour lui. Bah oui, mais... Peut-être on a remarqué quand même qu'il avait... Rex Tillerson, qui est son secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas non plus une vision très sophistiquée du Moyen-Orient. C'était un spécialiste du pétrole, mais qui connaissait très bien la Russie, pas le Moyen-Orient. On peut imaginer, effectivement, Rex Tillerson n'est pas un très grand diplomate, mais on peut imaginer qu'au département d'État, il y aurait l'équivalent de ce que nous avons ici au Quai d'Orsay, c'est-à-dire des diplomates madrés qui connaissent bien différents sujets, parce qu'ils ont l'ancienneté, ils ont la mémoire, ils ont l'histoire des différentes actions et interventions américaines dans cette partie du monde, et qu'ils contribueront dans les semaines et les mois qui viennent à combler, évidemment, ce qui apparaît comme un vide dans l'action internationale du président Trump. Maintenant, je crois que Dominique Moisy a raison, mais cette alliance, cet axe Washington, Le Caire, Jérusalem, Riyad, qui semble se préciser dans la vision et dans la volonté de Donald Trump, correspond exactement à ce que veulent les Israéliens. Alors, est-ce que c'est un alignement? Oui, mais alors, les Israéliens, ils ont toujours voulu ça. Et les Arabes leur répondent toujours, nous, on est d'accord. On est d'accord, puisqu'il y a le plan arabe le plan de paix arabe de l'an 2000. Attends, j'ai pas fini. Mais vous réglez d'abord la question palestinienne. Sauf qu'ils ne disent plus ça aujourd'hui. Oui, sauf qu'ils ne disent plus ça aujourd'hui. C'est ça le changement. C'est qu'ils ne disent plus comme préalable, il faut d'abord régler la question palestinienne. Aujourd'hui, ce préalable a disparu, sous pression d'ailleurs de la menace que représentent les Iraniens pour les monarchies du Golfe. Et cet axe, il est en train de facto d'exister. On connaît la relation incroyablement intime qui s'est développée entre Al-Sisi et Benyamin Netanyahou, et de manière générale entre les services israéliens et les services égyptiens. On sait que derrière, sous le radar, les Israéliens parlent beaucoup avec les Saoudiens, mais pas uniquement avec les Saoudiens, avec les Émiratis, avec d'autres. Au risque de vous surprendre avec les Qataris. Ils parlent avec tout le monde, évidemment. Mais il y a différentes manières de parler. Et donc, moi, je crois que cet axe-là, les Israéliens, effectivement, le souhaitent depuis assez longtemps. Ils y ont investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, notamment dans les coopérations régionales sur les questions technologiques, économiques, stratégiques et également, évidemment, questions plus sensibles, militaires et les questions d'intelligence, d'information, de renseignement. Et qu'aujourd'hui, c'est possible non pas parce que les États arabes se désintéressent de la question palestinienne, elle reste une question importante à laquelle il va falloir trouver une solution, mais on la trouvera d'autant plus facilement que les Israéliens et les Saoudiens et les Égyptiens vont se parler sur la base de ce qui est leur intérêt commun, de ce qui est la nécessité de lutter ensemble contre cet ennemi qui semble implacable et qui les menace à tous de manière assez homogène, on va dire. Et moi, je vois bien cette idée se développer, d'abord parce que c'est l'intérêt des pays de la région, que pour l'instant, ça semble être aussi l'intérêt des Américains, jusqu'à quand, parce que ça peut changer demain matin. Et puis, c'est peut-être une des manières de faire avancer le dossier israélo-palestinien, parce que n'oublions quand même pas une chose très importante. La question palestinienne n'est pas la cause du conflit israélo-arabe. Elle en est la conséquence. C'est parce que les États arabes, il y a 70 ans bientôt, on va célébrer, commémorer ou fêter, chacun le fera à sa façon, le 70e anniversaire de l'adoption de la résolution 181. C'est parce que les États arabes de la région, on ne parlait pas des Palestiniens arabes à l'époque, ont refusé la création de l'État d'Israël, qu'il y a eu les guerres et que les guerres ont engendré le phénomène des réfugiés, que les réfugiés ont donné naissance à cette entité qui est devenue dans la vie, la conscience politique et la conscience mondiale, le peuple palestinien pour lequel il faut trouver une solution. Cette question-là est la conséquence de la guerre. Je dirais que sa solution sera la conséquence du règlement global d'une paix régionale dans laquelle, évidemment,
personne ne pourra oublier les Palestiniens. Et comment pourrait-on le faire? Et c'est comme ça que les choses vont avancer. Donc il y a plus préalable. Et je pense que là, on est dans quelque chose. Alors je ne sais pas comment les Américains le vivent et le voient, mais côté israélien, pour être assez proche d'un certain nombre de personnes qui sont au cœur de ces préoccupations, on s'enthousiasme assez de ces perspectives-là et on y voit un avenir, à défaut d'être radieux, en tout cas prometteur. Dominique Moïse, est-ce que vous y croyez, vous, à cet axe qui est effectivement le rêve de Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, est déclaré reconstituer un axe autour de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, même on pourrait mettre les Jordaniens avec, et les Israéliens face autant face à Daesh que face à la pression chiite sur la région. Vous y croyez ou d'après vous c'est un peu, je voudrais pas être dur, mais c'est un peu un fantasme. Entre les deux. Oui. Je crois que la situation a effectivement changé de manière considérable pour des raisons multiples qui vont de Daesh à l'échec des printemps arabes, en passant bien évidemment par la menace iranienne et la menace nucléaire iranienne qui est toujours présente dans l'esprit des puissances sunnites. La question palestinienne n'est plus à l'agenda des diplomaties arabes. Mais ne plus être à l'agenda des diplomaties ne signifie pas avoir disparu au niveau des émotions, au niveau des sentiments. La question palestinienne existe toujours et compte tenu de la faiblesse des régimes, en particulier du régime saoudien, les Israéliens auraient tort de croire que l'alliance entre Le Caire, Riyad et Jérusalem est au coin de la rue, que tout ça va être très simple. Non, Riyad ne peut s'engager ouvertement que si des faits nouveaux apparaissent au niveau de la négociation israélo-palestinienne, que si les Israéliens s'engagent réellement sur le chemin de la paix, en arrêtant de continuer dans les colonies de peuplement, si on a le sentiment que, en réalité, un État palestinien est sur le point de naître à côté de l'État d'Israël. À ce moment-là, les Israéliens peuvent se demander, mais qu'est-ce qui est plus important pour moi? Cette alliance avec Le Caire et Riyad, mais qui suppose la fin du statu quo territorial tel qu'il existe. Autrement dit, je ne crois pas, et c'est mon désaccord avec Benjamin Netanyahou, que pour prendre une formule un peu populaire, on puisse avoir to have your cake and eat it, avoir le beurre et l'argent du beurre. Si les Israéliens disent danser à deux mariages. Voilà, si on peut vraiment, si on veut vraiment s'engager et pourquoi pas dans cette voie de l'alliance entre sunnites et israéliens, il y a un coût à payer en termes de paix. Alors moi je vois attends, excusez-moi, oui. Je vois Arié, je vous vois un peu sceptique. Non, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. Je ne suis pas ici le représentant du Likoud de Benjamin Netanyahou. Je suis assez d'accord avec ce que dit Dominique Moïse finalement. Il y a effectivement pour les Israéliens une double option. C'est pas une option qui vient contrarier l'autre. Bien sûr qu'il faut cet axe stratégique très important avec les Égyptiens, les Saoudiens, etc. Mais il faut aussi trouver une solution au problème palestinien et qui passera certainement par la vision à deux États. Encore faut-il s'entendre sur ce que l'on appelle un État. De quel État parle-t-on? Quelles seront ses frontières? Quelles seront ses prérogatives? Et je pense que les Israéliens sont parfaitement, non seulement conscients de cela, mais désireux d'aboutir à un accord moyennant la possibilité de se mettre autour du table et de discuter. Et je constate d'ailleurs
que récemment, Mahmoud Abbas a fait preuve de beaucoup de pragmatisme en disant « moi je suis prêt à reprendre la négociation immédiatement et n'importe où, sans le préalable que jusqu'à présent je demandais, de la fin des constructions dans les implantations, quelles qu'elles soient, que ce soit celles qui sont destinées à rester dans les frontières de l'État d'Israël ou celles qui se trouvent à l'extérieur, dans la zone C notamment. » Donc il y a là une avancée. On voit bien que la réelle politique qui commence à avancer au Moyen-Orient pourrait avoir des effets. Et évidemment, nous souhaitons absolument que les Palestiniens, les Israéliens se mettent autour de la table. Il n'y aura pas de solution de toutes les façons. Et cet axe stratégique ne viendra pas régler les problèmes de proximité auxquels les Israéliens sont confrontés. Ça passe par la discussion, ça passe par la négociation, ça passe par un accord historique avec les Palestiniens. Et ça passe par le fait que les Palestiniens doivent avoir à un moment donné, évidemment, leur État, exercer l'indépendance, l'autonomie et la souveraineté. Les Israéliens y sont très attachés, massivement et majoritairement. Et c'est vrai que trop souvent, on met l'accent sur ce qui ne va pas, ce qui crée le débat. Mais globalement, si demain matin, un dirigeant israélien venait avec sur la table un projet disant, voilà, on a trouvé une solution pour faire la paix avec les Palestiniens, si on la soumettait à un référendum, il y aurait 70% d'Israéliens qui voteraient pour. Dominique Moïsi, lorsqu'on est capable dans une émission de dire j'ai été assistant de Raymond Aron et je suis donc et j'ai la chance d'être intime de Henry Kissinger, je peux vous garantir qu'on impressionne. En tout cas, moi, je suis très impressionné. Merci pour ces quelques paroles à tous les deux, messieurs. Je rappelle, Dominique Moïsi, que vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Je renvoie évidemment les auditeurs à votre dernier ouvrage, Le nouveau déséquilibre. Le nouveau déséquilibre. Il y a aussi la géopolitique des séries. Ari Ben-Semoun, je rappelle que vous êtes président de Elnet France. Messieurs, je vous remercie tous les deux. Merci, je crois qu'on a appris beaucoup de choses en votre présence aujourd'hui, donc c'était très agréable. Merci et bonsoir à tous les deux. Merci. 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 Merci.